Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans Startup, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs. Je vous rappelle que nous sommes diffusés sur le site internet de Décideur TV, mais également sur celui de Madines en direct et que vous pouvez ainsi poser toutes vos questions à nos invités. L'émission d'aujourd'hui va s'intéresser à l'économie collaborative, en quoi c'est une opportunité pour les entrepreneurs. C'est tout de suite dans le Talk Startup. Alors pour en parler à mes côtés, Marc-Arthur Gauthier. Marc-Arthur Gauthier, bonjour. Bonjour. Donc tu es connecteur chez WeShare. Alors en deux mots, WeShare, qu'est-ce que c'est? WeShare, c'est un think tank qui s'intéresse justement à l'économie collaborative qu'on a créé en janvier 2012 et qui est présent dans une vingtaine de pays dans le monde. Et alors tu es connecteur. Un connecteur, qu'est-ce qu'il fait? Un connecteur, c'est les personnes les plus impliquées dans WeShare, qui font un petit peu, qu'il y a des choses qui se passent et qui s'occupent d'organiser des événements, de porter des projets et puis d'être là avec vous par exemple aujourd'hui. Pour en parler. Exactement. Et à nos côtés également Clément Alteresco, tu es fondateur de Bureau à partager. Donc Bureau à partager, ça s'est lancé quand et qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous. Donc Bureau à partager, c'est une plateforme qui met en relation des entreprises qui ont trop de bureaux et des TPE, des freelances qui cherchent des bureaux flexibles et partagés, type coworking, incubateur, etc. J'en passe. Donc c'est vraiment une solution de bureau flexible pour les entrepreneurs. Alors donc le thème de cette émission, c'est l'économie collaborative. Est-ce qu'on peut essayer de la définir tout d'abord? Marc-Arthur peut-être? Oui, à travers l'économie collaborative, en fait, on s'intéresse à la façon dont Internet et la mise en réseau des gens, des individus, leur permet de s'organiser et de créer des nouveaux systèmes, des nouveaux modèles économiques qui réinventent à la fois tous les secteurs d'activité possibles et imaginables, que ce soit la politique, la distribution, le tourisme et j'en passe, avec en fil directeur l'idée qu'on peut arriver à une meilleure optimisation, une meilleure utilisation des biens et des ressources disponibles. Donc faire mieux avec autant, parce que justement, dans le cas de Clément par exemple, on parle d'espace disponible et il y a une demande en face et donc il y a une sous-utilisation d'un certain nombre de ressources. Une meilleure gestion des ressources. Et le pouvoir du numérique vers tout ça permet de créer en fait le matching entre la plupart du temps entre des individus. Voilà, j'allais y venir, c'est le numérique qui a permis tout ça parce que c'est vraiment Internet qui a réussi à mettre en relation les gens pour une meilleure optimisation des ressources. Bureau à partager par exemple, c'est un site Internet. Tout à fait. Donc les gens en fait peuvent communiquer directement et échanger sans passer par un intermédiaire. On supprime les intermédiaires traditionnels et on en crée de nouveaux qui rapprochent les particuliers directement. C'est exactement ça, c'est l'idée qu'on est arrivé avec aujourd'hui Internet et la massification d'Internet parce que ça a vraiment démarré en 2000 et maintenant on est presque en 2015. Tout le monde est connecté et donc cette massification d'Internet crée des nouveaux business models qui coupent les intermédiaires et dans tous les secteurs d'activité on voit apparaître des nouveaux acteurs et des grands géants qui sont attaqués par des mini startups et donc c'est très intéressant en ce moment ce qui se passe à ce niveau-là. Et de manière générale, l'économie collaborative, ça peut s'adapter à tous les secteurs ou il y a certains secteurs, c'est par exemple, on a vu ça pour le covoiturage, on voit ça pour les bureaux, on peut louer des chambres. Est-ce qu'on peut imaginer par exemple qu'une banque puisse entrer dans une économie collaborative, qu'on puisse faire gérer son argent via un site internet ou voir échanger comme cela? On a déjà vu qu'il y avait beaucoup maintenant de banques purement en ligne. Alors évidemment, ces banques en ligne sont souvent adossées à des grosses banques derrière. Et on est en train de voir, en fait, surtout au niveau du financement, quelque chose qui est en train de révolutionner le financement, c'est tout ce qui est le crowdfunding. Et donc, en France, on est assez précurseur sur ce sujet. Il y a des lois qui sont en train d'être votées pour permettre à tout un chacun d'investir, de prêter à des entreprises, à des particuliers qui ont des projets. Et donc ça va permettre demain, potentiellement, d'être actionnaire de sa boulangerie. De permettre à son charcutier de lancer un... Voilà. Donc ça va redonner une dimension de financement au niveau local et un pouvoir sans intermédiaire, sans banque, de financement entre particuliers et petites entreprises. Donc on en revient en fait à la suppression des intermédiaires. Marc-Arthur, comment est-ce qu'on fait cohabiter l'économie collaborative et l'économie traditionnelle?
Est-ce que les anciens acteurs voient d'un bon œil cette nouvelle économie se développer? Ça dépend lesquels, je pense. Évidemment, je ne suis pas certain que Accor regarde Airbnb d'un très bon œil. C'est en tout cas pas le cas pour les taxis avec un tas de nouveaux acteurs et ainsi de suite. Malgré tout, il y a aussi un tas de grands groupes qui sont en pleine phase de réinvention, qui sont en train de repenser leur modèle. C'est le cas chez La Poste, c'est le cas chez Groupama, c'est le cas chez Castorama par exemple. Et ça c'est intéressant parce qu'on n'est pas vraiment des révolutionnaires chez WeShare, c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, on pense qu'il y a un certain nombre de changements qui peuvent venir des acteurs déjà en place, eux peuvent se réinventer. Ce n'est pas toujours le cas parce qu'ils se font prendre des parts de marché. Prenez l'exemple de Blablacar avec la SNCF. Mais c'est aussi un tas d'opportunités. On peut voir à chaque fois qu'il y a une menace, ça veut dire qu'il y a aussi une opportunité en face et libre à chacun d'essayer de la saisir et de prendre la... Pour rebondir sur ce que dit MacArthur, sur La Poste par exemple, et ils sont vraiment dans une stratégie de regarder vraiment tout ce qui se passe à ce niveau-là. Et typiquement, ils sont en train de démarrer une expérimentation qui est de permettre de louer leur camionnette en interne. C'est-à-dire que les postiers peuvent louer pour le week-end la camionnette qui permet de faire le courrier. Pour livrer du courrier, ce serait pour livrer autre chose? Non, c'est pour partir en week-end. Donc les postiers demain pourront louer leur camionnette de leur entreprise pour le week-end. Donc ils mettent à disposition leurs ressources pour les postiers aujourd'hui, mais demain potentiellement la Poste pourrait être comme Hertz, quelqu'un qui loue ses... Qui louera en plus ses véhicules, Exactement. en plus de proposer un service de poste. Donc les grands groupes s'y attaquent aussi. On va parler maintenant plus concrètement du coworking, donc avec bureau à partager. Concrètement, le coworking, qu'est-ce que c'est? Donc on loue un espace où plusieurs entrepreneurs se partagent l'espace pour monter leur société? Pour faire un petit retour en arrière, le coworking c'est né parce que depuis 15 ans maintenant, on peut avoir des laptops. Et donc on peut bosser partout avec un ordinateur portable. Et donc les freelances, les gens qui avant bossaient chez eux, ont commencé à se dire mais c'est con, on va arrêter de bosser chez soi, on va bosser d'abord dans un café, puis dans des endroits spécifiques. Et du coup ils sont commencés à se regrouper. Ça a démarré aux États-Unis, sur la rive droite, mais surtout à San Francisco. Et depuis 2007, il y a des coworking qui s'ouvrent à peu près tous les mois, partout dans le monde. Je crois qu'on est à plus de 3000 dans le monde. Et le principe, c'est que ces gens ils viennent retrouver une communauté. Ils viennent retrouver des pairs, des amis avec lesquels bosser. Ils recréent une ambiance de travail. Donc, ils ne cherchent pas simplement un lieu où on peut travailler, un lieu calme, où ils pourraient le faire dans une bibliothèque, mais plus d'autres entrepreneurs pour pouvoir échanger, pour pouvoir... Exactement, c'est ce qui se passe typiquement. MacArthur il connaît bien la mutinerie. On sent qu'il y a une ambiance, qu'il y a une communauté. Les gens ne sont pas juste là pour bosser, ils sont aussi là pour échanger, pour partager, pour bosser ensemble, parce qu'on est un animal social et que dans le travail, on a envie de partager. Et donc ces espaces-là, c'est vraiment avant tout des espaces où on sent où ça respire la communauté, le partage, l'envie. Voilà, enfin, tu connais ça. Oui. J'ajouterais aussi que ça répond à des problématiques urbaines en fait, qui sont assez simples. C'est que le temps qu'on passe dans les transports, particulièrement en métropole, fait qu'en fait, il y a une perte de productivité énorme de la part d'un tas de personnes entre le bureau et l'appartement, enfin et chez eux et inversement, et qu'on voit de plus en plus de groupes qui donnent qui donnent accès à des espaces de coworking à leurs salariés plus proches de chez eux, pour qu'il y ait quand même une différenciation entre domicile et espace de travail, mais qu'on ne perde pas autant d'énergie, de temps et de productivité, parce qu'en fait c'est épuisant de se perdre dans le flux de transport quotidien. Et là on retrouve exactement ce que tu disais tout à l'heure sur la dimension grand groupe. C'est-à-dire que les grands groupes ont commencé doucement à s'emparer du coworking. Et finalement, ils finissent par s'éclater. Alors, au moins physiquement, c'est-à-dire qu'on n'est plus toujours au siège social, mais qu'on est amené à bouger. Alors ça, c'est l'avenir. Là, tu es déjà presque un cran on plus loin. anticipe un peu. Mais on a beaucoup de discussions justement avec des grands groupes qui ont des mètres carrés de libre et qui peuvent justement lancer des espaces de coworking. Mais ils se disent aussi, tiens, ça pourrait nous servir effectivement pour que nos salariés puissent bosser un peu partout, comme le dit MacArthur. Et alors justement, sur ces grands groupes qui mettent des espaces à disposition, est-ce qu'ils peuvent aussi s'en servir comme incubateurs? Je pense aux entrepreneurs qui nous regardent, qui pourraient chercher par exemple dans un domaine spécifique un grand groupe qui viendrait non seulement lui offrir un espace, mais également une aide, une expertise.
C'est le cas de pas mal de groupes. En fait, par exemple, Orange le fait avec l'Orange Fab. Il y a Rue de la Boétie, c'est Crédit Agricole qui va se lancer. Et ça, c'est de l'innovation ouverte. En fait, ils ont compris que parfois l'innovation, elle n'est pas forcément en interne et que le meilleur moyen d'innover, c'est d'héberger, d'être au contact d'entrepreneurs, de start-up, et que là, il peut y avoir des synergies super positives qui se créent. Et comme il y a souvent des mètres carrés qui sont disponibles, c'est finalement, en termes de logistique, pas très compliqué. Ce qu'attend un entrepreneur la plupart du temps, c'est un Wi-Fi, un endroit où bosser, une table, une chaise et un environnement social pour pouvoir justement avoir ces interactions business. Tous les deux, vous travaillez dans des espaces de coworking? On travaille tous les deux en ce moment à la BPI France, à Drouot, au métro Drouot, qui est un incubateur qui a lancé la BPI. Et c'est un incubateur assez expérimental parce qu'ils n'avaient pas forcément vocation à le faire. Et ils se sont dit, non seulement c'est intéressant parce qu'on va héberger des startups, et ils ont quand même une vocation à le faire, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils mixent les startups avec les salariés de la BPI. Donc on organise des petits-déj, on organise des conférences, on fait en sorte de se mixer. Et ça, c'est très important pour un gros groupe parce que ça permet de dépoussiérer, de changer les mentalités et de comprendre aussi comment fonctionne une startup. Voilà. Alors justement, j'allais y venir, mon exemple est un peu basique, mais concrètement, qu'est-ce qui s'échange à la machine à café par exemple? Vous avez tous des projets différents, vous êtes tous, vous travaillez beaucoup, chacun parle de ses projets, ça permet de créer un réseau, ça permet de développer de nouveaux clients, peut-être de chercher de nouvelles idées. Il y a une complémentarité ou pas du tout? C'est très intéressant parce que c'est très difficile à mesurer. La machine à café, c'est l'endroit sacré où on va se dire tiens, en ce moment j'ai un problème avec un contrat de travail ou avec un avocat ou avec une problématique marketing. Et du coup, on en parle parce qu'on est en train de prendre un café. Et l'autre va dire mais attends, moi j'ai le même problème ou alors je connais quelqu'un qui a le même problème. On s'échange un contact. C'est très informel, mais ça marche et ça marche très bien. Et donc ce réseau et ces synergies qui se créent de façon très informelle, c'est ça qui aussi rend l'espace très riche pour les occupants. Pour rebondir sur ce que dit Clément, en fait, la plupart du temps, les gens, quand ils cherchent un espace de coworking, quand ils cherchent avant tout un Wi-Fi. Et en fait, ce qu'ils trouvent, c'est un réseau. Et autrement dit, ils cherchent un endroit avec une table, une chaise et un toit pour être au chaud et pour pouvoir bosser. Et ce qu'ils rencontrent, c'est toutes ces choses en plus qui sont très difficiles à quantifier. Parce que si vous cherchez un designer, ça se trouve à la table d'à côté, il y a un designer. Si vous cherchez un monteur vidéo, quelqu'un qui va pouvoir vous faire une musique, quelqu'un qui va pouvoir vous développer votre site, et ainsi de suite. Et en fait, la corde, on peut la tirer aussi loin qu'on veut, quoi. Alors justement, je rebondis là-dessus. Donc bureau à louer, donc ça recense en fait tous les espaces de coworking en France. À partager. À partager, pardon, tous les espaces de bureau à partager, tous les espaces de coworking en France. Ils proposent tous la même chose. Ils proposent tous donc un Wi-Fi, un ordinateur, une chaise, une table. On va dire qu'ils sont tous très différents. Il y a des coworking qui vont être un peu plus corporate, des coworking qui vont être très communautaires. Le principe de base, c'est de proposer des forfaits mensuels. De temps en temps, ils proposent des forfaits journaliers, comme c'est le cas au Nouma, par exemple, qui est le coworking historique à Paris, le premier coworking à Paris, qui s'appelait la Cantine avant. Donc, ils ont tous cette idée de proposer un hébergement, on va dire, plutôt au mois, mais potentiellement aussi à la journée. Et après, c'est plus l'ambiance qui va changer. Il va y avoir plus de bureaux fermés, il va y avoir plus une ambiance… sur l'espace en soi proposé. Voilà, l'espace en soi va être clé en fait pour créer cette ambiance. Typiquement, si on a un super grand bar où tout le monde peut discuter, on va être dans un côté beaucoup plus convivial, etc. Si c'est très éclaté avec des bureaux fermés partout, les gens vont moins se parler. Donc en fait, la configuration est très importante. L'espace change en fonction des secteurs peut-être? Ou ça n'a absolument rien à voir? Il y a quand même certains espaces qui sont sur des verticales précises. Donc, il peut y avoir des espaces de coworking qui sont sur le tourisme, la mobilité, d'autres qui vont être réservés aux designers, d'autres aux monteurs vidéo, qui n'ont pas forcément toujours les mêmes contraintes. Par exemple, les monteurs vidéo, les designers, ils ont souvent besoin de postes fixes, ce genre de choses. Mais après, vraiment, je suis d'accord avec Clément, c'est les gens qui vont faire la différence, et donc tout un état d'esprit, une ambiance, donc une communauté, et c'est ça qui est intéressant. Et alors, où est-ce qu'on les trouve, ces espaces de coworking? Il y en a un peu partout. Ils sont plutôt rive droite, à Paris en tout cas. Si on Paris, on les trouve sur alors, on les trouve sur le bureau à partager, bien vu. Déjà, bien sûr. Il y en a environ 150 en France, dont il me semble 90 en région parisienne. Ou 60, quelque chose comme ça, enfin, c'est en gros la moitié. Et ils sont disséminés un peu partout, beaucoup en rive droite. Il y en a un peu moins en rive gauche.
Et donc voilà, principalement, on va regarder les coworking pas loin de chez soi et puis on va butiner. Quand on est un freelance, on va en essayer un ou deux, on va tester l'ambiance et puis finalement on va trouver des gens avec qui on accroche et c'est ça qui va faire la différence. On va rester là où on est bien socialement. Alors, je pense que nos internautes ont bien compris les avantages du coworking. Est-ce qu'il n'y a pas également quelques inconvénients? Dans toute entreprise, il y a forcément quelques inconvénients. Bien sûr, il y a quelques inconvénients. L'inconvénient majeur, c'est quand on veut commencer à grandir. Si typiquement on veut commencer à prendre un stagiaire, un deuxième, un troisième, là on veut commencer à créer plus une ambiance de boîte. Et là on commence à se dire, bon, il faudrait que j'ai mon espace. Et là on commence à rencontrer les problèmes assez classiques de l'entrepreneur qui grandit et qui cherche d'abord un bureau fermé, un bureau où il peut être avec son équipe, et puis un bureau où il est tout seul, avec lequel potentiellement il est partagé. Donc voilà, le coworking, on va se limiter principalement à des freelances et à des TPE qui sont en croissance et qui sont au début. Justement, c'était ma question sur les profils. Donc c'est essentiellement des startups, des freelances, donc des gens aussi également de grands groupes. Ouais. Beaucoup moins quand même. C'est principalement des freelances et des TPE, des petites startups. Des activités libérales aussi peut-être? Il peut y avoir un peu de tout quand même. Vraiment. Il y a un peu de écrivain. Il y a de tout. Un écrivain, je sais qu'à l'Accordé à Lyon, il y a un arbitre de foot pour vous dire qui est coworker. Donc c'est. Il y a des chômeurs aussi qui sont dans les coworking, qui sont justement qui veulent sortir de chez eux et qui ont envie de phosphorer et de savoir ce qu'ils vont faire. Donc il y a vraiment de tout. Alors Marc-Arthur, donc vous êtes connecteur à WeShare. WeShare, donc est-ce qu'on peut redéfinir ce que c'est, peut-être un petit peu plus oui, c'est la communauté internationale de l'économie collaborative. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et donc le principe de l'économie collaborative, c'est qu'il y a des communautés. Et comment elles se forment ces communautés? Alors c'est en fonction des passions, c'est en fonction des business? Je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a différents types de communautés. Certaines fonctionnent sur des valeurs, d'autres sur des projets, d'autres sur des phénomènes identitaires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le pouvoir du numérique au milieu de tout ça. Ensuite, c'est souvent, il y a un projet commun, soit qui est porté par une plateforme, soit qui est porté par quelqu'un qui a un projet, que ce soit la communauté des contributeurs Wikipédia, la communauté Linux ou la communauté Blablacar. Il y a d'abord une idée et quelqu'un qui s'est dit voilà comment on peut réinventer le monde grâce au numérique en mettant en relation des gens pour leur permettre de créer, de délivrer de la valeur entre eux. Et ensuite, c'est vraiment la problématique, c'est comment on va emmener les gens, dans quelle valeur est-ce qu'on va les emmener pour les avoir en tant que contributeurs. Quelle est la rétribution de leur côté? Comment est-ce qu'on va trouver un faire-valoir de leur côté? Voilà ce qui nous intéresse. Le numérique est essentiel à la création de ces communautés? Des communautés, il y en a toujours eu. L'Église catholique, ça fait 2014 ans qu'elle est là, donc c'est pas le seul le sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est global et qu'on peut avoir des communautés de contributeurs de peut-être 200 personnes, mais partout dans le monde, et à l'inverse, voilà, et qui dépassent les frontières. En revanche, on s'intéresse quand même assez souvent au pouvoir du offline par rapport au online. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand même, les gens ont besoin d'échanger physiquement, et la plupart des communautés qu'on étudie et qu'on côtoie jouent comme ça entre les interactions online sur Internet, sur des groupes Facebook, sur des forums, sur des plateformes, et la capacité à se rencontrer, à échanger dans la vraie vie, parce que quoi qu'il arrive, quelle que soit la rapidité avec laquelle le monde se numérise, on reste des animaux sociaux, comme disait. D'où l'importance des réceptacles de ces communautés. Donc en fait, l'important de cette économie, c'est l'échange finalement entre ces communautés, entre ces startups, entre ces entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une volonté également de fédérer ces communautés? Bon, elles sont sur des thèmes différents, elles fonctionnent différemment, mais peut-être pour un poids plus important face au pouvoir public, face à l'économie traditionnelle? Oui, ça c'est un petit peu la mission de WeShare. D'ailleurs, c'est le sujet du WeShare Fest, c'est l'âge des communautés. C'est essayer de comprendre quels sont finalement les dénominateurs communs et peut-être trouver un discours qui soit social, politique, philosophique, quel que soit un petit peu l'angle dans lequel on veut aller, parce qu'il y a un système de valeurs qui est quand même assez partagé. Et alors le WeShare Fest, donc tu en parlais, ça aura lieu quand? Ça arrive en mai? Alors ça commence demain avec la foire de Paris, donc ça va être un événement très grand public. L'idée c'est de faire découvrir un peu à monsieur et madame tout le monde ce que c'est que l'économie collaborative. Ils vont pouvoir découvrir des makers, des imprimantes 3D, ils vont pouvoir découvrir des projets qui ont fait du crowdfunding, ce genre de choses. Ça c'est de demain, jeudi 1er mai jusqu'à samedi. Et donc c'est ouvert à tous?
C'est à la Foire de Paris, c'est ouvert à tous et on a un grand espace sur la Foire de Paris. Et à partir de lundi, commence le WeShare Fest au Cabaret Sauvage à Paris. Et là, on a des speakers venus du monde entier, on a 1000 participants et qui échangent sur vraiment toutes ces problématiques-là pendant 3 jours. Clément d'ailleurs est speaker là-bas et on est très content. Ça fait quasiment 10 jours qu'on est complet, donc ça veut dire qu'il y a une vraie demande. Succès, exactement. Alors, je vais revenir sur le coworking 2 minutes. Les pouvoirs publics, est-ce qu'ils mettent en place également des systèmes de coworking? Est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse? Est-ce qu'ils réagissent justement au développement et à cette mobilité des salariés? Alors le coworking, on n'a peut-être pas parlé sur ce point-là, mais c'est aussi un vecteur de positif pour l'économie, puisqu'on met en place des systèmes qui permettent d'accueillir la naissance de start-up et le fait d'aider les start-up à grandir. Donc c'est très bien vu du point de vue des pouvoirs publics. Je sais qu'à la région Île-de-France, ça fait déjà 3 ans qu'il y a des aides qui sont données au coworking qui se lancent sur les travaux, sur le bail, etc. Évidemment, il y a Paris, par exemple, qui a lancé sa campagne des 100 000 m² d'incubateurs. Donc les incubateurs, c'est quand même quelque chose d'assez historique. Et c'est du bureau partagé. C'est des espaces finalement où se brassent les entreprises et les expertises. Donc au final, c'est ça le plus important, c'est de permettre à des gens d'être dans un endroit, de secouer le tout et de faire en sorte que les gens se rencontrent et discutent. Donc que ce soit des coworking ou des incubateurs, au final, c'est un peu la même chose. Et pour les entrepreneurs qui nous regardent concrètement, ils vont donc aller sur bureau à partager. Il y a différentes gammes de prix, ils peuvent choisir en fonction de leur activité, ils peuvent en fonction de leur localisation aussi. C'est vraiment un plus pour les entrepreneurs, le coworking? Alors, ils ont évidemment un large choix sur bureau à partager. Ils peuvent choisir évidemment entre des coworking, des incubateurs et surtout des entreprises qui partagent. Donc ça, c'est vraiment le nouveau marché qu'on essaie de pousser. C'est tous ces mètres carrés qui sont libres dans les entreprises. Quand on prend 300 mètres carrés parce que tout va bien, qu'on est 20 personnes et qu'on prend souvent plus de ce qu'on a besoin. Donc il nous reste 50, 100 mètres carrés qu'on peut partager. Et donc c'est ça qu'on essaie de développer, c'est cette volonté pour les entreprises qui ont de l'espace disponible de le mettre à disposition d'autres sociétés, de créer des colocations finalement d'entreprises. Donc, aux entrepreneurs qui nous regardent, allez sur bureauapartager.com. Marc Arthur, donc vous êtes connecteur à WeShare, mais vous travaillez également et vous avez même fondé, je crois, Startup Assembly. Ça, c'est Startup Assembly, c'est le nouveau nom de ce qui était les Journées du patrimoine des startups. Et le concept, assez simplement, c'est de permettre au grand public de rencontrer des entrepreneurs directement dans les startups. Ça se passe du 12 au 15 juin et c'est en partenariat avec la French Tech. Voilà, l'idée c'est vraiment de créer une sorte de grand mouvement national, de grande fête nationale autour du numérique et de la création d'entreprises. On pourra aller visiter les startups, parler avec les entrepreneurs, ils pourront nous donner des conseils. Chez Bureau à partager, pourquoi pas chez Décideur TV si vous avez envie de le faire. Et peut-être chez chambrealouer.com qui va arriver dans quelques instants. Donc on va toujours rester dans l'économie collaborative dans la rubrique Money Time. Alors nous sommes dans Money Time. Philippe de Roville, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors vous avez fondé chambrealouer.com en 2009. Chambrealouer.com, qu'est-ce que c'est? Quel est le concept? Alors l'ambition de chambrealouer.com, c'est de mettre en relation des propriétaires et des locataires pour de la location chez l'habitant. Avec une particularité, c'est qu'on offre des types de location qui sont supérieurs à 1 mois. En moyenne, la location chez nous dure 100 jours. Et l'autre particularité également, c'est que propriétaires et locataires vont vraiment partager leur cuisine. Vous allez cohabiter avec le propriétaire, partager éventuellement votre salle de bain, etc. Donc c'est plus qu'un espace, il y a une vie en commun, enfin il y a au moment où on se croise. Exactement. Indépendamment de l'avantage économique que ça peut procurer, tant pour le propriétaire qui va augmenter ses revenus, que pour le locataire qui va effectivement bénéficier d'un loyer moins important que s'il passerait par de la location classique. Il y a aussi cet aspect convivialité qui est très important. Et alors quels sont les types de locations proposées? On peut louer à la semaine, à l'année ou... Alors comme je l'ai évoqué, effectivement, on est plutôt sur des durées de moyenne et longue durée. Ce que nous, on appelle moyenne et longue durée, c'est vraiment de la location qui va durer 1 mois et plus. On peut avoir de la chambre chez l'habitant, donc là vous allez vivre chez un propriétaire. Vous pouvez avoir du logement contre service, donc c'est des personnes âgées qui vont proposer une chambre également en échange d'un loyer plutôt bon marché et éventuellement des services. Qui seront contentes donc de lutter contre la solitude, enfin d'être moins seules et d'avoir quelqu'un chez elles. Exactement. C'est quand les enfants sont partis, en fait on loue les chambres et on a un accès à la cuisine. Exactement.
Quelle est la gamme de prix? Est-ce que c'est plus pour des étudiants? Est-ce que on peut aussi louer à 30 ans, je ne sais pas, pour partir 2 semaines en vacances, une chambre chez l'habitant? Oui, alors nous, effectivement, on adresse plutôt un logement bon marché. L'objectif, c'est pas de proposer du loft dans le Marais avec de super prestations et très cher. L'idée, c'est plutôt de proposer un hébergement évidemment convenable, mais plutôt bon marché. Donc vous êtes lancé en 2009, on est en 2014. Quelle a été l'histoire un peu? Ça a marché direct? Il y a eu un retour directement ou il a fallu un peu de temps pour que ça se lance? Alors, comme beaucoup de startups, il y a eu une période de bricolage. Pendant 2 ans, en fait, je continue à travailler en parallèle. Et puis, donc ça, c'était en 2009 à 2011. Fin 2011, j'ai eu l'opportunité de pouvoir réaliser une première levée de fonds auprès de Business Angel et de Love Money, enfin classique encore une fois. On avait senti qu'il y avait un bon potentiel, il y avait de l'attraction. Et puis les 2 dernières années, ça nous a permis, donc cette première levée de fonds, de structurer une équipe, d'embaucher des personnes clés, de valider notre business model. Et là, on a annoncé il y a 15 jours effectivement une levée d'1 million d'euros qui va nous permettre effectivement de notamment nous renforcer en France et également d'aller sur des marchés à l'étranger, puisque sur notre positionnement, on estime que encore une fois, pour le locataire hongrois, belge ou suédois qui a 3 mois de stage à faire à Paris, Lyon ou Marseille, on est de loin la meilleure alternative, tant d'un point de vue économique que pour rencontrer la population locale, etc. Et quel est le business model? Comment on monétise chambre? Alors en fait, nous on a 2 lignes de revenus. On a une première ligne de revenus, c'est du freemium, business model assez classique. En fait, propriétaires et locataires peuvent s'inscrire gratuitement, déposer une annonce gratuitement. Et en fait, en échange d'un pass qui peut durer 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, ils ont accès à des services complémentaires. Et en plus de ça, c'est pour un seul logement ou avec le pass on peut choisir d'aller dans plusieurs endroits? On peut l'utiliser de façon illimitée, tant en termes de location que côté locataire, que annonce côté propriétaire. Et après, 2e ligne de revenus qu'on a mis en place maintenant il y a un peu plus d'1 an, c'est un service de tiers de confiance où propriétaires et locataires peuvent en fait régler leurs transactions en ligne, ce qui permet à tout le monde de sécuriser sa location. On est d'ailleurs en partenariat avec Europe Assistance. Donc voilà, et là-dessus, effectivement, on récupère une commission. Tu cherches des bureaux peut-être? Alors oui, effectivement, je cherche des bureaux. Alors maintenant, nous, on est une quinzaine déjà. On va encore embaucher 5 à 6 personnes cette année. Donc on n'est plus vraiment dans du coworking. En revanche, effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des bureaux beaucoup plus grands pour pouvoir accueillir d'autres startups. Ça crée une vraie émulation. C'est ce que je fais depuis 4 ans. En fait, on a toujours eu des bureaux un peu plus grands pour pouvoir accueillir des gens et ça crée une ambiance assez sympathique et puis une vraie émulation. Donc tu confirmes ce que disaient Marc-Arthur et Clément, c'est que le coworking crée l'émulation et permet de travailler exactement. plus efficacement et surtout de voir de manière plus générale. Marc-Arthur, Clément, un avis sur chambrealouer.com? Le concept vous plaît? Vous avez envie d'aller sur Chambre à louer? Je trouve que le concept est très intéressant parce qu'il est très démarqué par rapport à Airbnb. Puisqu'on est sur des locations longues, ce que Airbnb ne fait pas aujourd'hui, puisqu'on est vraiment sur de la vacance. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet. Je suis moi-même en colocation et je suis passé par les concurrents à partager qui ne sont pas très ergonomiques. Et donc je suis content qu'il y ait vraiment un service qui soit plus ergonomique qui sorte. Voilà. Moi je ne suis pas dans la cible, mais je vais en parler à ma mère parce que je pense qu'elle est plus concernée que moi. Et voilà. Mais oui, j'adore. Ouais. Et bien parfait, donc maintenant on sait où aller pour se loger, où aller pour apprendre à monter une entreprise et où aller pour trouver des bureaux. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau numéro Startup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et à la semaine prochaine.